Nous reprenons les travaux de la mission d'information relative au syndrome d'épuisement professionnel. Vous le savez, la question du rôle du management dans la survenue de l'épuisement professionnel est apparue comme une question primordiale pour poursuivre notre réflexion. Nous y avons songé au commencement de cette mission, mais c'est un sujet qui a souvent été évoqué euh, parmi tous les interlocuteurs que nous avons pu écouter. Euh, il nous est donc paru essentiel de consacrer une audition à la question de la formation des futurs managers, bien sûr, public comme privé, à la pleine conscience de l'impact qu'un bon management, entre guillemets, euh, ou qu'un mauvais management avec les mêmes guillemets peut avoir dans le bien-être au travail et la prévention des risques psychosociaux, et plus particulièrement dans la survenue d'un syndrome d'épuisement parmi leurs subordonnés. Bonjour, messieurs les députés, je vous remercie beaucoup, très honoré d'être là pour pouvoir parler de ce sujet. Pour démarrer, je sais que l'intitulé parle de la formation des managers. Si vous voulez bien, je vais reculer un tout petit peu pour prendre une vision un petit peu plus large, parce qu'il me semble que dans ce sujet du burn-out, aujourd'hui, l'un des soucis, c'est que les managers sont enserrés dans une vision ou une mythologie héroïque de l'entrepreneur dont l'honneur principal serait d'avoir le destin de créer ou de gérer une entreprise avec comme objet principal de maximiser la performance et la richesse financière. Et quand on parle du burn-out, finalement, depuis les 20 dernières années où on a tenté dans l'école dans laquelle je travaille de mettre en place un sujet, on en est arrivé petit à petit à partir de la salle de classe et à regarder comment on pouvait s'écarter de la salle de classe pour pouvoir créer quelque chose qui avait une vision plus globale. Et il me semble que cette vision plus globale pose la question de quel est le but de l'entreprise. Aujourd'hui, quand on questionne un nouveau manager ou un futur manager sur ce qu'est le but de l'entreprise, il nous répond c'est de maximiser sa richesse financière. Le choix qu'on a fait dans le centre de recherche qu'on a créé il y a maintenant 5 ans sur les thèmes que vous avez cités tout à l'heure a été de dire qu'il nous semble que le but d'une entreprise, c'est bien de s'inscrire au sein de la cité et de contribuer au bien commun. Et pour contribuer au bien commun, elle a bien entendu un ensemble d'objectifs, des objectifs de santé, des objectifs de bien-être et des objectifs de pérennité financière, donc de génération de profit, avec la question centrale qui va être du profit pourquoi. J'ai démarré par ce point-là parce qu'il me semble que la représentation de nos élèves quand ils arrivent ne prend pas en compte complètement cette dimension-là. On la retrouve de façon assez simple quand on leur pose la question de quel sera votre rôle en tant que manager. Et le rôle principal qu'ils évoquent, c'est un rôle de pouvoir, un rôle de mise en œuvre, un rôle de décision, de prise en action. Et ils semblent perdre complètement le rôle de serviteur, le rôle de celui qui va être au service, qui va dégager des espaces et qui va permettre à ses collaborateurs d'être nourris dans 3 dimensions qu'on va retrouver qui seront intéressantes pour le burn-out. Est-ce que mes collaborateurs sont nourris en termes de sécurité, qui est le besoin premier? Est-ce que mes collaborateurs sont nourris en termes de reconnaissance, qui est un besoin second qui va arriver après la sécurité? Pour une seule raison, c'est le troisième besoin, ce qu'ils vont pouvoir créer, c'est-à-dire apporter à l'entreprise leur collaboration pleine et entière. Je viens de passer un an à Princeton où j'étais invité pour travailler dans un laboratoire de recherche sur ces sujets du rôle du manager, principalement dans un projet de la NASA. Et en étant là-bas, j'ai pu discuter avec un chercheur de Stanford qui est en train de mettre en place un projet sur la formation des futurs managers qui me semble être une idée intéressante, qui a été de dire finalement nous avons besoin de former les managers de tout champ académique. Un programme va donc se créer qui va intégrer des managers après un niveau master, qui prendra en compte des étudiants de médecine, de pharmacie, d'ingénierie, de toutes les matières académiques qu'on peut imaginer. Ça me semble quelque chose d'intéressant parce que ça commence à ouvrir. Tout à l'heure, vous avez cité que ce problème de burn-out ne concernait pas que des managers en poste dans une entreprise, mais aussi des professions libérales. Mais il concerne aussi et des médecins et des pharmaciens et toutes ces personnes qui vont avoir une fonction à un moment donné qui les met en risque de se retrouver dans ces problématiques de burn-out. Excusez-moi. Au niveau de cette problématique générale sur laquelle j'avance, le premier problème que je vois depuis qu'on travaille sur ce sujet, je vais finalement le caler dans une dimension sociétale et politique. On est dans une culture qui a installé au niveau de l'organisation et de l'éducation un système principalement centré sur ce qui est quantifiable et sur ce qui va permettre de mesurer une certaine dimension humaine dans l'enseignement. J'y reviendrai tout à l'heure quand je parlerai des contenus,
Ça reviendrait à dire, par exemple, si on veut traiter du burn-out, quels seraient les cours qu'on va pouvoir mettre en place dans la salle de classe et comment on va mesurer que ces cours ont un impact particulier. Si je prends cet exemple-là, c'est intéressant puisqu'on sait que dans l'apprentissage, finalement, ce qui a le plus d'effet, c'est la dimension vicariante, ma capacité de copier le modèle que j'ai en face de moi. Et si l'enseignant que j'ai en face de moi n'a pas reçu cette éducation qui va lui permettre de me transmettre cette dimension vicariante, ce qui va se passer dans la salle de classe sera pour moi quelque chose de relativement restreint, puisque ce sera une connaissance intellectuelle, cognitive, qu'éventuellement je pourrais activer quand je serai dans des moments de détente, mais que j'aurais bien du mal à activer quand je serai moi-même sur des situations de stress. Le deuxième point qui me semble important, si je reste à niveau sociétal et politique, c'est la problématique de l'employabilité. Dans nos écoles comme dans les universités, l'employabilité est vue comme un endroit fondamental, et ça me semble être un endroit fondamental, c'est une évidence. Mon seul souci, c'est pas le seul domaine, c'est pas la seule problématique. Si je réduis la formation à la dimension d'employabilité, finalement, je vais enserrer une fois encore les étudiants et les futurs managers dans quelque chose qui va être de l'ordre de « je suis dans cette institution d'enseignement principalement parce que je dois cacher la bonne case qui me permettra d'avoir le métier adéquat à la sortie ». Il me semble que les universités, il me semble que les écoles supérieures ont aussi d'autres rôles, le rôle de contribuer à la recherche, le rôle de développer la citoyenneté, le rôle de développer la dimension relationnelle, puisque mon rôle va être principalement relationnel. Ceci, c'était pour les problématiques que je voyais sur un niveau relativement large. D'un point de vue plus économique, je dirais qu'il me semble qu'il y a eu aussi dans notre culture une inversion qui nous amène petit à petit à concevoir l'économie et le monde du travail, non pas comme étant au service de la société, mais l'inverse, la société au service de l'économie du travail. Si vraiment nous avons l'intention à un moment donné de nous poser la question du stress au travail, des risques psychosociaux et la question du burn-out en fin de ligne finalement, puisque c'est la question finale, peut-être qu'il va falloir penser ou commencer à rebouger cette vision des choses et ne plus regarder la société comme étant au service des entreprises, et si je le ramène à l'école, l'école comme étant uniquement au service de l'entreprise, c'est-à-dire là pour fournir à l'entreprise le matériau nécessaire, excusez-moi de parler des hommes et des femmes de cette manière-là, qui lui permettra d'être efficace. Mais bien l'inverse. Comment l'entreprise se remet au service de la société et comment l'école va pouvoir développer des managers puissants, parce que je pense réellement que la nécessité, c'est d'avoir des managers puissants. J'entends dans puissants des gens qui ne vont pas être là pour rentrer dans des situations de confrontation systématique et des situations de combat. Au contraire, des gens qui vont être là pour être capables de développer ce que je pourrais appeler des collaborations de confrontation, si tant est que la confrontation apparaisse. Aujourd'hui, je descends encore d'un cran. Il me semble que les programmes des écoles de management qui progressent, qui avancent tout doucement, comme je le disais tout à l'heure, ça fait presque 20 ans maintenant dans l'école dans laquelle je suis qu'on a démarré un programme dont je vous parlerai juste après. Il me semble encore que les programmes sont construits autour de la dimension technique. Quand on accompagne et quand on discute ou quand on interroge un manager et qu'on lui pose la question de quels sont les problèmes qu'il rencontre et qu'est-ce qui va le conduire à rentrer dans des problématiques de stress et des problématiques de burn-out, sa réponse quasi systématique sont des problèmes relationnels. Tout ce qui est de l'ordre de ce que j'appelle les compétences cœur, c'est-à-dire les compétences humaines, ma capacité éthique, ma capacité à la bienveillance, ma capacité au discernement, ma capacité à la compassion, ma capacité à décider, à trancher de façon humaine et juste, sont des compétences qui sont finalement laissées pour l'instant encore à la périphérie. Et on garde dans la formation des compétences qu'on appelle techniques, pour lesquelles, une fois que les managers seront en place, certainement que c'est un peu différent pour les ingénieurs que pour les écoles de management. Il n'empêche qu'à un moment donné, pour l'ingénieur aussi, quand il aura pris des fonctions un peu plus élevées, les compétences techniques ne passeront que dans un second plan. Et toutes ces compétences humaines ont encore bien du mal à aller au-delà de la simple transmission de connaissances et à passer dans quelque chose qui serait beaucoup plus de l'ordre d'une amélioration des compétences. Dans le rapport de William Dabb, sur lequel il y a un certain nombre de points sur lesquels j'étais en accord et d'autres pour lesquels j'étais un petit peu moins en accord, il me semble que le point clé qu'il soulevait était celui-ci, était de dire il est important de se poser la question, quand on parle de burn-out ou de stress au travail, non pas des connaissances à transmettre, mais des compétences à développer. Ça va m'amener tout doucement au programme qui a été développé. En 2010, ça faisait 11 ans que ce programme se déployait, ce qui a fait que nous sommes rentrés comme école pilote pour la Convention des grandes écoles de management dans le plan Santé-Travail 2. Je vous ai ramené un document que je vous laisserai, qui était l'un des premiers rapports que nous ayons fait.
Et l'idée que j'avançais dans ce document, c'était de dire si vraiment nous voulons développer ces compétences dont je parlais à l'instant, la salle de classe est quelque chose d'important, mais tout ce qui se passe hors de la salle de classe est tout aussi important pour les problématiques d'apprentissage vicariant que j'expliquais tout à l'heure. Hors de la salle de classe, ça veut dire quoi? Ça veut dire la création chez nous d'un centre qu'on avait qualifié de développement personnel et managérial, dans lequel les étudiants ont de l'accompagnement individualisé, dans lequel ils ont accès à des conférences, à des séminaires, dans lequel ils ont accès à des sessions d'entraînement, dans laquelle la compétence va se mettre en œuvre, dans laquelle il y a une mise en activation de cette compétence-là, en des entraînements sur ces idées de pleine conscience, sur la communication, sur la gestion de conflits. En tout cas, une mise en activité dans laquelle, au-delà de la connaissance, je vais pouvoir ressentir de façon physique et émotionnelle ce qui est en train de se passer chez moi quand je rencontre des difficultés particulières. Ça, c'est pour le volet étudiant. Au bout de quelques années de la création de ce centre, le staff administratif, et c'était pour moi une victoire, a commencé à dire, écoutez, ce que vous proposez aux étudiants, c'est important pour nous aussi. La direction de l'école a décidé qu'on ouvrait ce qu'on offrait aux étudiants au staff administratif. Pourquoi je dis que c'est important pour moi? Simplement parce que, imaginez un étudiant dans une salle de classe à qui on est en train de parler de gestion de conflit, et à qui on explique comment une gestion de conflit se devrait dérouler correctement, qui va dans un service administratif 5 minutes après et qui se prend une volée de bois vert parce que l'assistante ou l'assistant n'est pas ce jour-là d'un état très agréable, ce qu'il va retenir, c'est le décalage entre ce qu'on lui enseigne dans la salle de classe et ce qui se passe dans la situation même. Donc l'idée, c'était comment l'institution d'enseignement peut elle aussi commencer à intégrer les compétences dont on est en train de parler. La troisième étape chez nous s'est faite assez naturellement, c'est le corps professoral qui nous a dit un jour, finalement ce que vous proposez aux étudiants et ce que vous proposez au staff administratif, c'est tout autant important pour nous en tant que corps professoral. C'était pour moi cette fois-ci une vraie victoire parce que le corps professoral n'est pas forcément un système social qui bouge rapidement, et je vais reprendre mon exemple de tout à l'heure. Il est bien évident que dans l'enseignement supérieur comme dans l'enseignement secondaire d'ailleurs, si l'enseignant n'a pas intégré un certain nombre de dimensions par rapport à ses aspects humains, ça va être bien compliqué pour l'étudiant de pouvoir les intégrer. Et cet enseignant n'a pas besoin d'être un enseignant spécifique du domaine des ressources humaines ou du domaine du développement du manager. J'ai des collègues qui travaillent en contrôle de gestion et qui ont posé la question de qui je suis quand je suis contrôleur de gestion et quel rapport j'établis avec mon collègue quand ce collègue me voit arriver comme quelqu'un qui est un contrôleur principalement, c'est-à-dire qui génère déjà une tension particulière. Comment je vais pouvoir moduler, comment je vais pouvoir adapter ma relation à l'autre pour ne pas créer une tension qui sera inutile. Une quatrième étape est apparue assez rapidement à l'issue des trois là, c'est que la direction de l'école a décidé que le bien-être au travail devenait un axe stratégique de l'école. Et tout ce point était pour moi une dimension fondamentale qui soutient le discours que j'avais avec vous aujourd'hui, qui était de dire si nous voulons aller vers ça, il y a besoin aujourd'hui, il y a des expériences qui se font dans différents lieux, mais il y a besoin aujourd'hui d'une impulsion politique plus forte qui montre à quel point nous avons besoin non seulement de penser la connaissance, non seulement de penser la compétence, mais de voir comment les institutions d'enseignement peuvent prendre une dynamique qui va aller dans ce sens d'une meilleure gestion des dimensions humaines. Une petite anecdote, parce qu'elle est importante, je viens donc de passer un an aux États-Unis, et pendant que j'ai passé un an, ça sera peut-être ma conclusion sur ce point-là, pendant cette année, j'ai reçu un rapport de fin d'études de 2 étudiants d'une des grandes écoles parisiennes. L'intitulé quasiment en toutes lettres de ce rapport de fin d'études était « Pourquoi certains cours sont considérés comme pipeaux et quels sont les cours qui sont considérés comme pipeaux par les étudiants ?» Je pense que c'était très courageux de la part de ces étudiants d'aller toucher ce point-là. Bien évidemment, les cours qui étaient considérés comme pipeaux étaient les cours de ressources humaines, les cours d'organisation, de développement personnel, les cours de psychologie au travail. Ça nous montre à quel point il y a une dimension culturelle. C'est pour ça que j'ai démarré avec tout ce déploiement. Non, ça n'a pas bougé. Et il y a réellement là quelque chose de l'ordre d'un engagement important. Et je vais refaire la boucle avec ce que je disais au départ. Si vraiment nous voulons des entreprises, nous voulons des lieux professionnels dans lesquels il y a une capacité à gérer cette dimension humaine, nous avons vraiment besoin d'avoir des leaders qui ont cette puissance-là de pouvoir poser et imposer avec discernement la dimension humaine avant même la dimension technique pour que la société puisse bénéficier de tout ce que l'économie est capable de lui apporter. Merci beaucoup, c'est très, très complet. Pardonnez-moi si chacun prend la parole comme il le souhaite. Je vais démarrer, si vous voulez bien, par votre intervention, M. Sebaoun, par un exemple que je donne aux parents quand ils viennent dans notre école. Avant de prendre cet exemple, je vais prendre une précaution qui est la conscience que j'ai de toutes les personnes qui font de beaux efforts pour ce dont on est en train de parler se mettre en place. Mais par contre, je vous suis entièrement. L'une des raisons pour laquelle j'ai démarré
en disant que l'un de nos soucis, c'est la représentation du manager héroïque dont la seule option est de prendre la main sur une entreprise pour produire du profit financier, point, avec comme seul point de mire une qualité qui serait celle de développer son individualisme et qui serait la valeur suprême, est catastrophique. Elle est catastrophique. Et ça va m'amener sur certains points. Cet exemple, c'est le suivant. Vous êtes à la maternelle, et la première année de maternelle, vous aimez ça. Et puis au bout d'un an, vous dites, ça m'ennuie la maternelle. Quel message on vous donne? On vous dit, fais effort, travaille bien, et tu verras quand tu passes dans la grande école, ça ira mieux. Vous arrivez au primaire, le CP se passe bien, parce que c'est une nouvelle école. Arrivé au CE1, CE2, vous commencez à dire ça fatigue. Et là, on vous dit, fais effort, tu verras, si tu travailles bien, plus tard, tu tireras quelque chose. Vous arrivez au collège, on vous dit la même chose. Vous arrivez au lycée, on vous dit la même chose. Le bac arrive, on vous dit, de toute façon, il faut ton bac, tu verras, plus tard, la vie sera agréable. C'est-à-dire que pour l'instant, ça a été pénible jusque-là. Vous arrivez dans une école de management ou d'ingénieur, on vous dit, et ton diplôme, tu auras enfin un métier. Quand vous avez mon métier, on vous dit, eh ben donc, travaille donc tes 3 premiers mois d'essai, puis tu verras plus tard. Et normalement, ce qui va se passer, c'est que vous arrivez à 55, 58, 60, et vous vous dites, allez, encore quelques années, et puis dans quelques années, ça se passera bien quand je serai à la retraite. Sauf que ce n'est pas ce qui va se passer, puisque tout le reste étant été perdu, il va pas se passer, c'est pas cette chose qui va se passer. Pour moi, cet exemple, il est vraiment caractéristique de la question sociale qui est derrière ce qu'on est en train de dire quand on parle du burn-out. Qu'est-ce qu'on est en train de présenter à nos enfants quand on leur dit ou quand on tente de les sélectionner très tôt? Quand la Finlande, il y a 40 ans, a décidé de retravailler sur son modèle éducatif, elle a sorti un Education Act qu'elle a maintenu pendant 40 ans, quels que soient les gouvernements. Et dans cet Education Act était inscrit « Nous voulons que nos enfants soient des enfants épanouis pour avoir une chance de devenir des adultes épanouis, qui n'arriveront pas des gens d'école supérieure épuisés. » Ça, c'était un premier point pour répondre à une partie de la question. Un deuxième point qui me semble important, c'est « Il me semble qu'on avance encore trop avec une idée qui serait régler le problème et éviter que les choses n'aillent pas bien. » Ma petite phrase à moi, c'est pas parce que rien ne va mal que tout va bien. Si je veux que ça aille bien, il va falloir effectivement que je prenne en compte les problèmes. Le burn-out est un problème, mais ensuite il va falloir que je vois avec ces élèves, ces enfants d'abord et ces élèves ensuite, comment je vais pouvoir développer chez eux ce qu'on appelle principalement au sens large les forces de caractère, dans lesquelles on va retrouver la bienveillance, le courage, le goût de l'effort. Comment je vais pouvoir développer ces éléments-là, parce qu'on sait d'un point de vue scientifique qu'ils vont prémunir un certain nombre de choses et qu'ils premièrement, vont permettre un épanouissement, donc qui éviteront cet épuisement en début même d'études, et deuxièmement, vont ensuite prémunir et améliorer quelque chose qui est fondamental, qui a été évoqué tout à l'heure, c'est cette capacité à un moment donné à comprendre que nous sommes interdépendants et que ce n'est pas l'individualisme qui va nous faire réussir. Ça, c'était le deuxième point. Le troisième point, c'est, avec tous les efforts qui sont faits, peut-être que ce point va être un petit peu sensible, nous n'avons pas dans l'enseignement supérieur d'enseignants qui sont vraiment formés à la pédagogie et à la psychopédagogie. Si je suis professeur de finance, si je suis professeur de marketing, je suis un spécialiste, chercheur de mon domaine, mais j'ai en face de moi des êtres humains qui, eux, bougent, vibrent, ont des types de personnalités différents, ont des façons d'agir, de se comporter différemment, et je ne sais pas ce que c'est. Pire, même si c'est une bonne chose, puisque les accréditations internationales deviennent une bonne chose sur certains points, pire, cet élève, je vais lui donner la main pour qu'il puisse évaluer mes compétences. C'est-à-dire que je donne à celui qui est en train de rechercher chez moi un modèle dans lequel il va pouvoir avoir confiance, je lui donne la main pour qu'il vienne me sanctionner sur mes capacités pédagogiques, dont je n'ai relativement peu de connaissances quand je suis enseignant dans le supérieur chez nous, et pour lequel il n'en a pas du tout. Donc ça, c'est pour moi la deuxième question. Qu'est-ce qu'on fait de notre corps professoral si vraiment les éléments que vous évoquez veulent avancer? La troisième, c'est le système de sélection. On a un système de sélection qui est très très dur. On a un système de sélection, puisque vous étiez médecin, quand je regarde ce qui se passe dans une première année de médecine, on a un système de sélection qui va faire valoir en grande partie ce que j'appelle la part petite, la dimension totalement agressive, compétitive, dont l'objet va être d'être pris à la place de mon voisin. Comment je peux, après une sélection de ce type-là, réussir chez ces étudiants, et je suis d'accord avec vous, qui ont déjà un épuisement qui est relativement fort, tenter de les convaincre dans une salle de classe que la coopération est importante. La vie leur a appris depuis qu'ils sont tout petits l'inverse. C'est pour ça que ma présentation a voulu démarrer large, en disant on parle de burn-out, mais on est bien au-delà de cet élément-là. Comment, si je poursuis, nous avons en France, et ce n'est pas le seul pays qui a une école de guerre économique, et après tout, il faut savoir se protéger par rapport à certains points, c'est une chose, mais pourquoi on n'a pas une école de paix économique, c'est-à-dire un endroit dans lequel on essaye de comprendre comment le commerce, comment les affaires peuvent revenir à leur point de départ, ce que je disais tout à l'heure,
concourir correctement à la paix sociale et contribuer de la même manière que le corps médical contribue à la santé, que le corps juridique contribue à la sécurité, que le corps législatif pose les règles qui vont nous permettre de fonctionner ensemble. Eh ben, le corps économique, son objet, c'est de faire fonctionner tout ça. Pourquoi on est encore dans un système qui continue de tenter de nous faire croire que le seul intérêt d'une entreprise, c'est de créer de la richesse financière? C'était mon troisième point, j'ai bientôt terminé. Tout à l'heure, dans ce parcours que je vous déroulais, qui a démarré donc il y a une vingtaine d'années, enfin quasiment, on est en 1998-99, dans ce travail qui a été fait pour les étudiants, pour le staff, pour les enseignants, sa finalité finalement, ça a été la création d'un lieu de recherche qui traite de tous ces thèmes, pleine conscience étant dedans, principalement parce qu'il faut un label et parce que notre objet était de dire il faut aussi travailler sur l'intime, pas seulement mais aussi, et je vais ramener plutôt à ce mot-là maintenant. Dans les documents que je vais vous laisser, vous y trouverez les entreprises qui sont partenaires, dans lesquelles on a voulu, contrairement au lieu de recherche contractuelle habituel, éviter de n'avoir que des entreprises qui aient de l'argent. Donc on a ouvert ce lieu en créant une fondation pour que des TPE puissent venir, des PME puissent venir, quel que soit leur secteur d'activité, des entreprises nationales, des entreprises multinationales, simplement parce que toutes celles-ci nous donnent ces exemples et nous questionnent sur ces besoins-là. Et vous verrez que les démarches mises en place de façon conjuguée entre les chercheurs qui sont dans ce centre et ce qui se passe dans l'entreprise permet de commencer à donner des réponses qui ne résolvent pas la problématique que vous avez évoquée. Il me semble qu'il me restait un dernier point, c'était l'idée que j'ai de la mise à disposition des choses. Je ne crois pas non plus que c'est le rôle d'une entreprise ou que c'est le rôle d'une école de s'occuper du bien-être de ses étudiants ou de ses salariés. Par contre, il me semble, je pourrais dire la même chose de l'État d'ailleurs, je vais le dire avec l'État, comme ça couvrira l'ensemble du spectre, je ne pense pas que ce soit à l'État de s'occuper du bien-être des personnes. Par contre, il me semble que c'est à l'État de s'occuper de mettre en place les conditions qui vont permettre à la personne de se saisir, ou non, de ce dont elle a besoin au moment où elle est dans son développement. Et peut-être que pour certains, ça sera de l'accompagnement, peut-être que pour d'autres, ça sera de la formation, peut-être que pour d'autres, ça sera autre chose. Et là, on a de temps en temps, à mon avis, dans les projets qui sont mis en place, une dérive. Si je parle du monde de l'entreprise maintenant, parfois une dérive réelle, j'espère pas trop intentionnelle, de créer un espèce de système de bonnes pratiques qui viendrait dire que pour contrer les aspects de burn-out, ben maintenant tout le monde va passer dans ce séminaire-là. Et on retombe dans une dictature d'une bonne pratique particulière du bien-être qui ne vient pas combiner les choses. Est-ce que les États-Unis sont en avance? Je reviens d'un an à l'université de Princeton, pas plus que ça, je peux vous l'assurer, pas plus que ça. Je pourrais même dire que finalement ils m'ont invité là-bas pour venir parler de ce qu'on faisait ici, donc j'avais cette flatterie de me dire qu'on avait une certaine avance sur ce point-là. Par contre, je pense qu'ils commencent ou qu'ils ont perçu quelque chose d'un peu différent de nous, et je crois que c'est M. Sancy qui l'a évoqué, ce que je manifeste moi comme cette capacité d'exigence et de bienveillance combinée. Les managers et les dirigeants qui sont venus nous voir pour créer ce lieu de recherche nous ont dit, vous savez, on a deux problèmes. Le premier problème, on a peur de parler de ces dimensions de bien-être, de burn-out, etc., parce que tout le monde nous tombe dessus. Si j'en parle dans mon secteur d'activité, les autres dirigeants viennent me dire pourquoi je fais du social. Si j'en parle dans mon entreprise, les employés et les représentants syndicaux viennent me soupçonner de tenter d'en vouloir encore plus. Donc c'est un endroit qui est assez compliqué. Créer un lieu de recherche va me donner une légitimité particulière pour en parler. Et l'idée qui était là derrière, c'est finalement une idée que vous avez soulevée, qui est comment forme-t-on nos élites? Et quand je parlais d'un manager puissant, je parlais de nos élites. Comment peut-on former des élites qui, quand elles arrivent dans l'école, n'ont pas cet épuisement? L'épuisement étant une partie, l'épuisement étant ce qu'elles portent en termes de peine. Le problème, c'est le comportement qui va avec l'épuisement, c'est-à-dire qu'elles ne vont reproduire que ce qu'elles connaissent. Et elles vont reproduire quelque chose derrière qui ne permettra pas de gérer le sujet principal sur lequel on est. Merci, Madame. Sur les travaux de recherche, l'idée d'avoir créé ce centre de recherche à Grenoble, qui est un centre de recherche volontairement multidisciplinaire, et c'est loin d'être facile. C'est loin d'être facile simplement parce que la recherche nous demande habituellement de publier chacun dans nos champs. Et vous avez vos revues attribuées, elles sont cotées avec un numéro CNRS, et si vous ne publiez pas dans votre champ, la vie risque d'être compliquée pour votre propre carrière de chercheur. Donc ça c'est un point qui n'est pas très simple. Et quand je parlais de combat tout à l'heure, je vais le redire, ça demande des combats particuliers. Mais pas dans tous les domaines. Pas forcément dans tous les domaines. Dans le domaine de Saclay, à l'École normale supérieure, vous avez 5 ou 6 universités qui sont regroupées sur
sur des sujets différents Tout à pour fait. être interdits. Tout à fait. Mais en tout cas, c'est une des pistes. Et l'un des intérêts de cette piste, c'est qu'elle va permettre à un moment donné à des chercheurs de domaines différents de poser la même question. Admettons qu'on pose la question du burn-out et de regarder comment cette question se joue à partir de champs différents. Je vais vous donner un exemple qui n'est pas directement sur le burn-out, mais qui vous touche en tant que personne. Dans ce groupe de recherche, un des dirigeants qui travaillait avec nous en 2008, au moment de la crise, est allé voir un de ses concurrents qui était en difficulté parce qu'un de ses sites industriels était détruit par une inondation. On est dans des multinationales. Et aller voir ce concurrent en lui disant « J'aimerais vous aider à vous en sortir de cette situation ». Bien entendu, le concurrent, dans un premier temps, a imaginé qu'aider voulait dire « Je vais rafler vos parts de marché ». Ce dirigeant lui a dit non, j'ai besoin de créer avec vous une concurrence saine, je suis prêt à imaginer comment on va pouvoir mettre en place des éléments qui fonctionneront. Il a dégagé dans ses usines françaises un espace pour que les ouvriers étrangers viennent produire pour les clients de cette entreprise étrangère. Une fois qu'on a dit ça, comment on peut, d'un point de vue recherche et d'un point de vue association des étudiants dans la recherche, comment on peut regarder par toutes les fenêtres des sciences de gestion, en ce qui me concerne, ce que cette situation va provoquer. Qu'est-ce qu'elle va provoquer d'un point de vue comptable? Qu'est-ce qu'elle va provoquer d'un point de vue juridique? Qu'est-ce qu'elle va provoquer d'un point de vue marketing, d'un point de vue vente? Qu'est-ce qu'elle va provoquer chez le législateur? Vous imaginez bien que si deux concurrents commencent à travailler ensemble en train de toucher des choses qui commencent à être dans une certaine limite compliquées, mais elle pose une vraie question qu'on a évoquée d'une manière particulière tout à l'heure, c'est si la loi empêche en partie de mettre en œuvre, alors qu'elle a bien un rôle de protection, et celui-ci je ne veux pas lui enlever, mais si elle empêche de mettre en œuvre l'une des valeurs qu'on a élevées tout à l'heure qui était la coopération, et on se retrouve là avec un leader mondial dans son domaine qui dit j'ai envie de mettre en place une coopération parce que je ne veux pas que mon concurrent disparaisse, qui paraît quelque chose qui fait partie des plus grandes valeurs qu'on a évoquées depuis tout à l'heure, on voit bien qu'on touche tous ces secteurs d'activité. Tout à fait, ça venait de cet endroit-là. L'idée d'avoir créé ce centre de recherche multidisciplinaire dans un lieu dans lequel existent des centres de recherche par matière, et chacun de ces chercheurs est déjà dans un centre de recherche par champ particulier, mais peut rejoindre ce groupe, a eu un autre effet, c'est qu'il nous a permis de travailler collectivement sur comment chacun d'entre nous peut, dans ses propres matières, introduire la dimension humaine. Tout à l'heure, j'ai pris l'exemple du contrôle de gestion, je vais prendre l'exemple des achats. On a deux acheteurs qui, chez nous, travaillent sur l'idée de l'achat coopératif. L'achat coopératif, c'est quoi? C'est comment je fais pour passer d'un acheteur qui est perçu et qui est encore un cost killer, c'est-à-dire un dur qui va venir vous presser, qui va créer de la tension, du burn-out et certainement de l'épuisement et peut-être bien de les disparitions de société. Comment je passe de ce système-là à un achat collaboratif dont l'idée va être d'intégrer le fournisseur dans la chaîne de valeur, avec tout ce que ça va poser d'une question, puisqu'une fois que le fournisseur va intégrer la chaîne de valeur, il va avoir accès à des procédures, il va avoir accès à des dimensions juridiques de l'entreprise initiale, donc on va questionner le juridique, donc on va questionner le comptable, etc. etc. Et là, il me semble qu'on a quelque chose d'important à mettre en place, parce que peut-être qu'au bout du compte, cette dimension du burn-out n'est que le symptôme, et n'est pas forcément le lieu direct sur lequel il faut travailler si on veut le faire évoluer. Et si je garde cet exemple du contrôle de gestion, pouvoir avoir un enseignant de contrôle de gestion qui va tranquillement expliquer sa technique tout en montrant combien le comportement va me permettre dans ce rôle de contrôle de me mettre à disposition de mon client pour pouvoir l'accompagner, le mettre en sécurité et qu'en commun on coopère sur un point qui est important sur l'entreprise, va avoir un effet sur le burn-out sans du tout avoir parlé de burn-out. Qui d'ailleurs va être un point important pour l'entreprise et le chef d'entreprise qui lui n'a pas forcément envie qu'on lui parle de burn-out, parce que derrière, ça veut dire plein de problèmes particuliers. La question que j'ai envie de poser de façon presque pratico-pratique, des préconisations qu'on va faire à la fin de ce rapport, est-ce qu'on en fera une là-dessus? Je ne sais pas, mais enfin, l'idée quand même de mettre en situation des individus qui vont avoir des responsabilités, parce que finalement, la société les a produits comme ça à un moment donné. Après, ils peuvent s'en extraire et faire tout autre chose, de la musique ou rien. C'est aussi très important. Est-ce que vous pensez que systématiquement, et je crois que vous l'avez dit pour certains d'entre vous, à l'ENA, vous avez dit, madame, sur 100 points, c'est 39 points, le stage, c'est 39, oui, et 12 points pour... Voilà. Donc N'oubliez pas d'appuyer sur le bouton. C'est la moitié. Oui. Tout à fait considérable. Dans les écoles d'ingénieurs, je crois que ça compte également dans le cursus. Est-ce qu'on pourrait imaginer que systématiquement un diplôme ne puisse être délivré avec la qualité qu'il doit avoir, dans l'idée de dire vous ne devez pas nuire,
vous devez être non pas seulement performant, mais vous devez être à l'écoute, en empathie, au milieu. J'aime bien cette notion du milieu, moi. Voilà. Est-ce que il faudrait systématiser, alors vous avez dit que c'était 20% apprentis aujourd'hui, donc ils sont dans le milieu du travail, etc., systématiser préconiser en tout cas que la note d'un stage, d'une immersion, vous appelez ça comme vous voulez, avec un temps donné qui serait peut-être variable, soit systématique. C'est-à-dire que ça fasse véritablement partie de l'objet de diplôme. Est-ce que vous pensez que c'est ça qu'il faut faire? Une question. Hein. Peut-être que le sens... Oui, et que la formation soit évaluée en intégrant ces critères. Parce qu'autant, je pense que ce que dit Gérard Sebaoun est très important, mais c'est quelque chose qu'on va beaucoup retrouver dans l'importance des stages surtout au niveau Master 2. Par contre, au niveau de l'évaluation des formations, je ne suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de critères qui intègrent ces dimensions-là dans les enseignements prescrits. Aujourd'hui, en tout cas dans les écoles que je connais moi, cette dimension intégrée aux pratiques est très présente. Elle est présente de différentes manières. Elle peut être présente sur un stage ouvrier qui des fois a disparu dans certains endroits et je trouve ça dommage, même pour un futur manager, c'est très bien qu'il passe. Elle est présente dans des stages longue durée, elle est présente dans le stage de fin d'études qui lui est le plus long. Elle est aussi présente d'une manière interculturelle puisque les étudiants peuvent choisir d'aller faire ce stage à l'étranger. Donc cet élément-là est très présent. Il me semble qu'on pourrait y adjoindre quelque chose, c'est nous savons très bien pédagogiquement monter des systèmes d'évaluation qui vont valoriser la coopération plutôt que la dimension individuelle. Et quand l'étudiant va se retrouver en entreprise, finalement, qu'est-ce qu'il va découvrir? C'est ça. Il va découvrir qu'il est dans un groupe, il est dans une équipe, et qu'il va falloir qu'il fonctionne avec cette équipe pour que ça s'ajuste. Ça s'ajuste, voulant dire fonctionner sur la dimension coopérative. Et ça serait dommage, d'une part, de l'emmener dans une dimension de stage et dans une dimension d'immersion d'un sujet particulier, pour ensuite ne l'évaluer que sur des connaissances ou des compétences personnelles. Alors qu'encore une fois, je le redis, on a des capacités de mettre en place des systèmes d'évaluation pédagogique qui vont venir contraindre le groupe ou l'équipe à un résultat qui ne pourra être construit que collectivement. Et cette dimension que vous évoquez du primum non nocere me semble fondamentale. Elle fait partie du point de départ de la dimension éthique qui doit pouvoir rentrer dans ce que j'appelais tout à l'heure ce leader au service. Le mot de ministre et le mot de samouraï ont la même étymologie. Et j'aime beaucoup le samouraï pour les chefs d'entreprise parce qu'il y a toujours besoin de trouver un vocabulaire qui va leur permettre de s'identifier à quelque chose. Les deux ont comme étymologie celui qui est au service. Et celui qui est au service a comme point de départ primum non nocere, a comme point de départ ne pas nuire. C'était le sens de la question que je voulais vous poser sur une sorte d'urgence. Vous savez que certains sont alarmistes sur ces sujets. Nous avons beaucoup discuté avec des représentants des syndicats, représentants des salariés, des organisations professionnelles, les employeurs, l'Académie de médecine, des observateurs également, consultants. Il existe un certain alarmisme à la fois sur l'accroissement du syndrome d'épuisement professionnel tel qu'il est observé, tel qu'il est également projeté sur l'avenir. De notre côté, nous ne méconnaissons pas le fait que dans toutes les enquêtes, le travail représente la principale source d'épanouissement par ailleurs, et que les problèmes de santé mentale sont beaucoup plus élevés chez les personnes qui n'ont pas de travail, qui sont au chômage, plutôt que de celles qui travaillent. Mais là, on revient toujours à la même question, c'est la problématique de la responsabilité de l'organisation et du management, avec un certain alarmisme. Au niveau de la formation, si je prends l'exemple un exemple que j'ai en tête sur Paris 8, par exemple, qui développe des formations d'ergonomie, forcément interdisciplinaire. Le CNAM le fait également, avec une réactivité qui est intéressante, puisque c'est la demande qui crée la demande, enfin la demande en entreprise qui crée la demande de formation, avec des recommandations du ministère, bien entendu. Mais finalement, ces formations se sont mises en place assez rapidement pour s'adapter à la réalité sociale, économique et de la situation des entreprises. Est-ce que sur ce plan-là,
que ce soit dans les formations de gestion, dans la formation à l'ENA, les formations d'ingénieurs, les formations universitaires, est-ce que vous pensez que on peut effectivement être un peu alarmiste et qu'il faudrait mettre un coup d'accélérateur sur cette adaptation dont vous venez de parler aussi, monsieur Aubertelli, en disant il faut vraiment le développer. Oui, mais concrètement, est-ce qu'il n'y a pas urgence? Oui. Et puis après, oui, si vous le voulez bien, ce sera la conclusion. Vos réponses serviront de conclusion. J'ai tendance à ne pas vouloir être alarmiste, mais je reconnais la situation dans laquelle on est, qu'il est clairement d'une certaine manière. Il me semble que l'accélération doit porter aux différents niveaux qu'on a évoqués. C'est-à-dire que finalement, si on veut vraiment agir à cet endroit-là et que nos managers ou futurs managers soient capables de gérer ces situations, il y a quelque chose qui démarre dans le primaire. Il y a quelque chose qui démarre bien avant. C'est un premier point pour moi. Le deuxième point, je vais rejoindre aussi mon voisin sur la question du ne pas nuire, où sa remarque correspondait à ce que j'évoquais tout à l'heure en disant c'est pas parce que rien ne va mal que tout va bien. C'est-à-dire qu'il me semble que l'accélérateur, et quand vous parlez d'ergonomie, pour moi on parle encore du côté comment je résous ce qui ne fonctionne pas bien. Il me semble que l'accélération peut tout à fait être apportée... Ce que vous dites ne ferait pas plaisir à des ergonomes, mais... ça ne les exclut pas. Ça ne les exclut pas du tout. Ils sont fondamentaux dans le travail qu'ils peuvent apporter. Par contre, on perd complètement toute cette dimension de comment je vais permettre à une personne d'épanouir en elle les grandes valeurs, les grandes forces de caractère dont elle dispose. Avec un petit point qu'on n'a pas évoqué du tout, et je terminerai là-dessus, qui est tout le monde ne peut pas développer tout. C'est aussi un autre point qu'on retrouve dans les écoles, c'est qu'à un moment donné, à inventer de nouveaux cours, à inventer de nouvelles approches, on voudrait que tout le monde soit capable de tout développer et devienne excellent dans chacun des domaines. Et ça serait peut-être bien, y compris pour cette question de burn-out, ça serait peut-être bien aussi qu'on regarde à un moment donné en fonction des qualités, en fonction des envies, en fonction des projets, et qu'on puisse permettre à un étudiant ou un futur manager d'être évalué sur son endroit d'excellence.